Je m'appelle David Monroe. J'ai 36 ans, et mes parents ont choisi de dépenser 350 000 $ pour la fête de fiançailles de mon frère au lieu de payer 98 000 $ pour sauver la vie de mon fils mourant. Avant de vous raconter comment j'ai fini par tout avoir et qu'ils ont fini par n'avoir rien d'autre qu'une lettre manuscrite me suppliant de l'aide, faites-moi une faveur et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais voir jusqu'où cette histoire peut aller. Tout remonte à cette lettre. Elle est arrivée ce matin, pas par la poste, mais par un messager spécial. Elle avait l'air ridiculement déplacée sur mon bureau, une simple enveloppe couleur crème posée sur un océan de plans architecturaux et de contrats signés. Mon bureau se trouve au 40e étage de la Dominion Tower. D'ici, je peux voir la majeure partie du centre-ville de Denver, un paysage de verre et d'acier que j'ai contribué à façonner. Quelques instants avant l'arrivée de la lettre, je terminais un appel avec Jonathan Reeves, le titan de l'immobilier derrière la nouvelle Northgate Tower. Nous finalisions les concepts d'intérieur pour les suites Penthouse, une conversation impliquant des budgets à 7 chiffres et du marbre italien importé. C'est le monde dans lequel je vis maintenant. Alors que je raccrochais, mon assistante Mia est entrée. Elle est vive, efficace et farouchement protectrice de mon temps. Elle a posé l'enveloppe sur mon bureau avec une certaine révérence. Ça vient d'arriver pour vous, David. Le messager a dit que c'était personnel et urgent, dit-elle, son front légèrement plissé de curiosité. Elle connaît ma vie, mon emploi du temps, mes partenaires commerciaux. Cette lettre n'avait sa place nulle part. Merci, Mia, dis-je d'une voix égale. Je la pris. Le papier était épais, cher. Puis j'ai vu l'écriture. C'était celle de ma mère. Je ne l'avais pas vue depuis 5 ans, mais elle m'était aussi familière que mon propre reflet, cette cursive élégante et pleine de boucles enseignées dans les meilleures écoles, conçue pour orner les invitations et les notes de remerciement. Mais en regardant de près, je pouvais voir un léger tremblement dans les lignes, une subtile hésitation qui n'était pas là auparavant. Pendant un long moment, je suis resté assis là à la tenir. Mon cœur ne s'est pas emballé. Mon souffle ne s'est pas coupé. Il n'y avait qu'un calme profond et pesant, le genre de calme que l'on ressent après le passage d'un ouragan et qu'on se retrouve debout dans les décombres. La tempête était passée. Ce n'était qu'un écho. Avec une lenteur méthodique, j'ai glissé le coupe-papier argenté, un cadeau de Jonathan Reeves lorsque nous avons conclu l'accord de Northgate, sous le rabat ailé ouvert. La lettre à l'intérieur était brève, juste quelques paragraphes. C'était un chef-d'œuvre de la communication particulière de ma mère, un cocktail de culpabilité, de faux regrets et de manipulation subtile. Elle dressait un sombre tableau de leur réalité actuelle, l'entreprise disparue, la santé de mon père défaillante, mon frère Marcus à la dérive et sans le sou. Tout était enveloppé dans le langage d'une victime, comme s'il s'agissait de tragédies qui leur étaient simplement arrivées, comme une mauvaise passe. La dernière phrase était un plaidoyer, une demande brute et désespérée de mon aide. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai relu, disséquant les mots. Ce n'étaient que des mots sur une page. Ils n'avaient aucun pouvoir ici. Ils ne pouvaient pas atteindre l'homme que j'étais devenu. J'ai plié la lettre soigneusement, je l'ai remise dans son enveloppe et j'ai ouvert le tiroir inférieur de mon bureau en acajou. Mon passé vit dans ce tiroir. Caché derrière de vieux croquis de design et un mètre ruban en cuir usé se trouve un petit cadre argenté. Dedans, une photo de mon fils, Noah, prise 1 an après son opération. Il a 9 ans, en plein rire sur une balançoire du parc, la tête rejetée en arrière, les yeux pétillants d'une lumière que j'avais peur de ne plus jamais revoir, en bonne santé, insouciant, vivant. J'ai placé la lettre de ma mère à côté de la photo de mon fils, un fantôme reposant à côté d'un miracle. J'ai fermé le tiroir, le clic silencieux le scellant dans l'obscurité. Tournant ma chaise vers la fenêtre, mon regard a dépassé les bâtiments voisins, se fixant sur le squelette d'acier lointain d'un nouveau gratte-ciel s'élevant dans le ciel. Mon projet, mon héritage. La lettre était une relique d'une vie à laquelle j'avais survécu, une histoire qui avait commencé bien avant que la vie de mon fils ne soit en jeu. C'était l'histoire d'une famille où l'amour n'était jamais donné librement, mais seulement attribué aux gagnants. Pour vraiment comprendre la lettre dans ce tiroir, il faut comprendre la maison dans laquelle j'ai grandi. Ce n'était pas un foyer. C'était une scène. Mon père, Stephen Monroe, était le fier propriétaire de Monroe's Living, le magasin de meubles haut de gamme le plus exclusif de Denver. Il vendait des chaises à 1 000 $ à des gens qui avaient des maisons assez grandes pour s'y perdre. Ma mère, Claudia, était la directrice tacite de nos vies. Elle orchestrait tout, de la marque de vin servi lors des dîners aux photos de familles soigneusement sélectionnées publiées sur les réseaux sociaux.
leur travail était de maintenir l'illusion de la perfection. Mais le problème avec une illusion, c'est qu'elle n'est pas réelle. Derrière les lourdes portes en chêne, lorsque les feux arrière du dernier invité avaient disparu au bout de notre longue allée, la chaleur s'évanouissait. L'affection dans notre maison était une ressource limitée, et elle était attribuée avec une précision brutale. Tout coulait dans une seule direction, vers mon jeune frère, Marcus. J'ai appris cette leçon de 1000 petites façons, une série de coupures de papier à lame. Je me souviens d'un soir en 4e avec une clarté parfaite. J'étais un enfant tranquille, plus à l'aise avec les chiffres qu'avec les gens. Les maths avaient du sens. C'était logique. J'ai étudié pendant des semaines pour mes examens finaux, poussé par un besoin désespéré de gagner un simple bon travail de mon père. Je suis rentré à la maison avec mon bulletin, le cœur battant. J'avais réussi, un parfait 100% en algèbre avancée. J'ai trouvé mes parents dans le salon. Mon père lisait le Wall Street Journal, et ma mère feuilletait un magazine de design. Et, j'ai mes notes finales, annonçai-je en essayant d'avoir l'air désinvolte. J'ai tendu le bulletin à mon père. Il y jeta un coup d'œil, ses yeux scannant la page avant d'atterrir sur le A+. Il plia le papier et me le rendit. Bien, dit-il, son attention revenant déjà à son journal. C'est la norme que nous attendons. Ma mère leva les yeux de son magazine. Un plus. C'est bien, David. Tu as fait ce que tu étais censé faire et c'est tout. Ce n'était pas un éloge. C'était la reconnaissance que je n'avais pas échoué. Je suis resté là un moment, le bulletin se sentant sans valeur dans ma main, puis je suis monté tranquillement dans ma chambre. Une semaine plus tard, Marcus est rentré à la maison en jetant son sac à dos par terre. Il avait réussi son cours d'histoire avec un B+. Ce soir-là, c'était un événement. Mon père a ouvert une bouteille de cidre pétillant qu'il avait gardée. Ma mère a fait un gâteau à partir de zéro, le décorant d'un triomphant bravo, Marcus, en glaçage bleu. Un B+ en histoire, tonna mon père, levant son verre. C'est fantastique, mon fils. Je savais que tu en étais capable. Un sujet tellement difficile. Marcus rayonna. C'était assez dur, dit-il en haussant les épaules, bien que je sache pertinemment qu'il avait bachoté pour le test la nuit précédente. Je me suis assis à table en grignotant une part de gâteau dont je ne voulais pas, en les regardant célébrer la médiocrité comme si c'était du génie. Ce n'était jamais une question de réalisation elle-même. C'était une question de qui l'avait réalisé. Marcus était le charme sans effort. J'étais l'effort diligent. À leurs yeux, un seul de ces deux éléments valait la peine d'être célébré. Le schéma était gravé dans le marbre. J'ai appris à être autonome. J'ai obtenu un emploi d'emballeur à 16 ans pour économiser pour une voiture, tandis que Marcus s'est vu remettre les clés d'une Jeep flambant neuve pour son anniversaire. J'ai investi toute mon énergie dans mon travail scolaire, ma seule échappatoire. L'architecture est devenue ma passion. J'ai passé des heures à esquisser, à concevoir, à créer des mondes sur papier qui étaient ordonnés et beaux. Quand j'ai reçu ma lettre d'acceptation dans un prestigieux programme d'architecture à Chicago, c'était mon ticket de sortie. Je leur ai dit lors d'un de nos dîners de famille formels. J'ai posé la lettre sur la table. Mon père l'a ramassée, l'a lue et l'a reposée. Chicago, c'est loin, dit-il, une note de désapprobation dans la voix. C'est un domaine difficile, David. Très compétitif. Es-tu sûr d'être fait pour ça? On verra, je suppose, dis-je. Eh bien, ajouta ma mère, tamponnant ses lèvres avec une serviette en lin, fais de ton mieux. N'embarrasse pas le nom de la famille. 2 ans plus tard, Marcus, après avoir à peine obtenu son diplôme d'études secondaires, décida de s'inscrire au collège communautaire local pour un diplôme en commerce. L'annonce fut accueillie avec allégresse. Mes parents lui ont organisé une énorme fête de départ. Même s'il ne s'installait que dans un appartement à 20 minutes, le jardin était rempli des associés de mon père et des amis de la haute société de ma mère. Il y avait un quatuor à cordes. Mon père a prononcé un discours sur le potentiel illimité de Marcus et son avenir brillant dans le monde des affaires. Il voyait Marcus comme son héritier, celui qui porterait le nom de Monroe dans le monde lucratif du développement immobilier, un monde que mon père avait toujours voulu conquérir. Je me tenais à l'arrière, une boisson à la main, me sentant comme un parfait étranger. Alors, je suis parti. Je suis allé à Chicago et je n'ai jamais regardé en arrière. Ces années ont été difficiles. J'étais seul et fauché, mais j'étais aussi libre. Pour la première fois,
ma valeur n'était pas mesurée par rapport à celle de mon frère. Elle était mesurée par la qualité de mon travail, par mon propre courage. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et je suis retourné à Denver, non pas dans le monde de ma famille, mais pour construire le mien. J'ai créé une petite entreprise de design à partir de rien. C'est à cette époque que j'ai rencontré Sarah. J'ai eu l'impression que ma vie est passée du noir et blanc à la couleur. Je faisais l'étude d'un petit appartement modèle pour un entrepreneur. Elle était l'ingénieure électricienne, son front froncé en concentration alors qu'elle cartographiait le câblage d'un système d'éclairage intelligent. Nous avons commencé à parler de l'humaine et de lumière ambiante, et la conversation a dérivé sur la façon dont un espace pouvait vous faire sentir, comment une maison pouvait être un sanctuaire. Nous avons parlé pendant 2 heures, et on a eu l'impression que ça durait 2 minutes. Elle me voyait, pas le fils de Stephen Monroe, pas le frère de Marcus, juste David. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. C'était un jour parfait. Nous avons organisé la cérémonie à Washington Park avec une trentaine de nos amis les plus proches. Nous avons grillé des hot-dogs et bu de la bière bon marché. Mes parents sont venus, bien sûr. Ils devaient faire une apparition. Ma mère portait un tailleur Chanel qui coûtait probablement plus cher que tout notre mariage, et mon père a passé tout son temps à regarder sa montre. Ils sont restés 1 heure. Les parents de Sarah, Carole et Henry, étaient là de l'aube au crépuscule. Ils nous ont aidés à installer les tables. Ils ont fait griller des hamburgers. Ils ont dansé avec mes amis. Ils étaient chaleureux, authentiques et gentils. Alors que mes parents partaient, j'ai entendu ma mère dire à l'une de ses amies, sa voix dégoulinant de condescendance, « C'est très frugal, pittoresque, mais David a toujours été le plus pratique. » Je n'ai pas laissé ça gâcher ma journée. J'avais Sarah. J'avais ses merveilleux parents. J'avais une famille qui me paraissait réelle. Peu de temps après, Noah est né, et mon monde s'est ouvert en grand avec un amour que je n'avais jamais connu. Il avait le sourire éclatant de Sarah et mes yeux intenses et curieux. Notre vie était une lutte magnifique et chaotique. Nous vivions dans un petit appartement de 2 pièces, et mon bureau était un coin de notre salon. Chaque centime que je gagnais retournait directement dans notre vie, loyer, épicerie, couches. Mon entreprise grandissait, mais c'était lent et régulier. Il ne restait jamais grand-chose à la fin du mois. C'est pourquoi je n'arrêtais pas de reporter l'assurance maladie. C'était une ligne sur notre budget qui semblait toujours astronomique, quelques centaines par mois qui pouvaient être consacrées à tant d'autres choses plus immédiates. Nous sommes tous jeunes et en bonne santé. Le mois prochain, disais-je à Sarah, après avoir décroché ce contrat de café, nous allons nous inscrire au plan premium. C'était une décision pratique prise par un homme à qui on avait appris à être pratique, un pari, et j'allais découvrir que j'avais misé la vie de mon fils et perdu. La tempête n'est pas arrivée avec fracas. Elle s'est infiltrée déguisée en rhume banal. Noah avait 8 ans, un tourbillon de garçon qui vivait dans un univers de super-héros et de créations Lego. Quand il a commencé à tousser au milieu d'un automne croustillant à Denver, nous n'y avons pas prêté beaucoup d'attention. Nous l'avons gavé de jus et de soupe au poulet, mais la toux ne s'est pas arrêtée. Elle s'est installée profondément dans sa poitrine, une toux sèche et persistante qui a commencé à lui voler son énergie. La nuit, c'était pire. Nous restions allongés dans notre lit à écouter le son de notre fils qui avait du mal à respirer dans la pièce d'un accent grave côté. Nous l'avons emmené à la clinique. Le médecin a écouté ses poumons, a prescrit un inhalateur pour ce qu'elle a appelé un vilain cas de bronchite et nous a renvoyés à la maison, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de l'image de son visage lorsqu'elle a écouté sa poitrine, ce bref resserrement presque imperceptible autour de ses yeux. Quelques semaines plus tard, le garçon qui avait l'habitude de courir partout marchait. Le garçon qui pouvait parler pendant des heures était silencieux. Un après-midi, il était assis sur le sol du salon, son livre de coloriage ouvert, mais intact. Il leva les yeux vers moi, son visage pâle, ses yeux écarquillés d'une peur qui me glaça le cœur. « Papa, murmura-t-il, sa voix rauque, mon cœur fait une drôle de danse. » Je m'agenouillai à côté de lui et pressai ma main contre sa petite poitrine. Son cœur battait, un rythme rapide et paniqué contre ma paume. Sa peau était fraîche et moite. Le temps sembla ralentir. Le bourdonnement occasionnel du réfrigérateur, le bruit de la circulation à l'extérieur, tout s'estompa dans un rugissement dans mes oreilles. Ce n'était pas normal. C'était terriblement anormal. Sarah a conduit. Je ne me souviens pas du trajet jusqu'à l'hôpital de la ville, seulement de la sensation du petit corps tremblant de Noah dans mes bras sur la banquette arrière.
Je n'arrêtais pas de murmurer que tout allait bien se passer, une litanie désespérée contre la marée montante de panique. Le service des urgences était un cauchemar surréaliste de lumière vive, de machines qui bipent et de l'efficacité calme et terrifiante du personnel médical. Ils ont emmené Noah à toute vitesse, et Sarah et moi avons été laissés dans une petite salle d'attente stérile qui sentait l'antiseptique et l'anxiété. Pendant des heures, nous sommes restés assis en silence, nous tenant la main, chacun perdu dans son propre enfer privé de vessie. Finalement, un médecin nommé Michael Chin entra dans la pièce. Il ne souriait pas. Il tenait un épais dossier dans ses mains, et son expression était celle d'une gravité douce et professionnelle. Il s'assit en face de nous. Nous avons trouvé quelque chose sur le scanner, commença-t-il, sa voix égale. Il y a une masse dans le poumon gauche de Noah. Une tumeur. Le mot plana dans l'air, aspirant tout l'oxygène de la pièce. Tumeur. Nous pensons qu'elle est bénigne, continua-t-il rapidement, voyant la terreur sur nos visages, mais son emplacement est le problème. Elle se développe d'une manière qui comprime sa principale voie aérienne. C'est pourquoi il a du mal à respirer. Elle commence également à exercer une pression sur son cœur. Si nous ne l'enlevons pas, et bientôt, cela pourrait entraîner une défaillance catastrophique. Mon esprit ne pouvait pas traiter les mots. C'était comme écouter une langue que je ne comprenais pas. Sarah trouva sa voix la première. Donc, une opération ? Oui, a répondu immédiatement le docteur Chin. Nous devons le programmer dès que possible, au plus tard dans les 3 prochains jours. Il fit une pause, et ses yeux s'adoucirent avec un regard d'empathie pratiqué. Je sais que c'est beaucoup à encaisser. Nous devons également discuter de l'aspect financier. L'intervention, ainsi que les soins post-opératoires nécessaires et le séjour à l'hôpital, coûteront environ 98 000 $. Le chiffre ne semblait même pas réel, 98 000 $. C'était une somme impossible, une montagne que nous ne pourrions jamais espérer gravir. Nous avions environ 15 000 $ sur notre compte d'épargne. J'ai ressenti une vague de nausées si intense que j'ai dû déglutir pour ne pas être malade. Tous ces mois à reporter l'assurance, tout mon esprit pratique, tout cela avait mené à ça. Je l'avais laissé tomber. Mais Sarah, mon incroyable et résiliente Sarah, a regardé le médecin droit dans les yeux. Sa voix n'a pas tremblé. Nous allons trouver l'argent. Programmer l'opération. Au moment où le docteur Chin a quitté la pièce, sa force s'est effondrée, et elle s'est affaissée contre moi, son corps secoué de sanglots silencieux et déchirants. Je l'ai serré contre moi, ma propre peur étant une pierre froide et lourde dans le creux de mon estomac. Cette nuit a été la plus longue de ma vie. J'ai tout essayé. J'ai appelé notre banque. L'agent de crédit était poli, mais ferme. Notre ratio dette-revenu était trop élevé. Refusé. J'ai lancé une page GoFundMe, mes doigts maladroits alors que j'essayais d'écrire un appel convaincant sans avoir l'air d'un échec. Les dons arrivaient au compte-gouttes, 20 $ par-ci, 50 $ par-là de la part d'amis bienveillants, mais c'était une goutte d'eau dans l'océan. Alors que j'étais assis au chevet de Noah, regardant le moniteur tracer le rythme frénétique et irrégulier de son cœur, j'ai finalement craqué. Je ne pouvais pas regarder mon fils suffoquer pendant que ma fierté m'empêchait de passer un dernier appel désespéré. Je suis sorti dans le couloir et j'ai composé le numéro de ma mère. Elle a répondu avec son ton habituel, calme et serein. David, il est presque minuit. Tout va bien ? Les mots ont jailli de moi, un torrent de peur et de désespoir. Maman, c'est Noah. Il est à l'hôpital. Il a une tumeur. Il a besoin d'une opération d'urgence. Maman, ils ont dit que c'était critique. Nous n'avons pas l'argent, l'assurance. Ce n'était pas suffisant. Nous avons besoin d'aide. S'il te plaît, je rembourserai chaque centime. Je le jure. Il y a eu un silence, pas un silence compatissant, mais un silence froid et calculateur. Puis elle a parlé, sa voix empreinte d'une irritation glaciale. Oh, David, c'est vraiment le pire moment possible. La fête du 40e anniversaire de ton père est la semaine prochaine. La planification dure depuis des mois. Les traiteurs sont réservés. Les invitations ont été envoyées. Tant de personnes importantes seront là. Ce serait un véritable cauchemar d'essayer de tout réorganiser maintenant. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Une fête ? Maman ? Je ne te demande pas d'annuler une fête. Je parle de la vie de ton petit-fils. Et je parle de notre réputation, rétorqua-t-elle,
sa voix se durcissant, que tu sembles bien décidé à endommager. Honnêtement, David, tu es un homme adulte. Tu aurais dû avoir une assurance adéquate. C'est une conséquence de ta mauvaise planification, et ce n'est pas notre responsabilité d'y remédier. Mauvaise planification, murmurai-je, ma gorge se serrant. Il a 8 ans. C'est ton petit-fils. Ne prends pas ce ton avec moi, dit-elle sèchement. Je suis vraiment désolé pour Noah, mais nous sommes pieds et poings liés. Nous avons des obligations. Nous ne pouvons tout simplement pas vous aider. Clic, elle a raccroché. Je me suis affaissé contre le mur, le téléphone tombant sur le sol. Ce n'était pas juste un nom. C'était un jugement. La vie de mon fils avait été pesée contre les inconvénients de reprogrammer une fête, et la fête avait gagné. Le lendemain, je suis allé en voiture à leur manoir. Je ne pensais pas clairement. Je devais juste leur faire voir Noah, voir les photos, les scanners. S'ils voyaient, ils comprendraient. Quand je suis arrivé, l'allée était déjà bordée de voitures de luxe. C'était un déjeuner de pré-fiançailles pour Marcus et sa fiancée Nathalie, la fille d'un magnate de l'immobilier. C'était une alliance stratégique, une fusion de deux familles puissantes. Je suis entré par la porte d'entrée et j'ai découvert une scène de verres de champagne qui teintait et de rires forcés. J'ai trouvé ma mère resplendissante dans une robe de soie, tenant le haut du pavé. Je l'ai tirée à part. « Maman, s'il te plaît, regarde juste ça, dis-je, mes mains tremblant alors que je tenais le dossier médical de Noah. Elle recula comme si je tenais quelque chose de sale. « David, tu es en train de faire une scène. Range ça. Tu nous embarrasses. » Mon père est apparu, son visage un masque de rage tonitruante. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu oses apporter tes problèmes à notre porte, aujourd'hui de tous les jours. C'est ton petit-fils, implorai-je, ma voix se brisant. Il a besoin de 98 000 $ pour vivre. » Alors Marcus s'est approché, un sourire narquois et méprisant sur le visage. Il a siroté son champagne. « Waouh, frère, sérieusement, tu rates ta vie, et tu t'attends à ce que toute la famille s'arrête. Cette fête, ces fiançailles, c'est mon avenir. C'est un peu plus important que ton problème de trésorerie. Ne sois pas si égoïste. » C'est alors que mon père a asséné le coup fatal. Il m'a regardé de haut en bas, ses yeux aussi froids et durs que le granit. « C'est le prix de l'échec, David, dit-il, sa voix dépourvue de toute émotion. Tu as choisi de suivre ton propre chemin contre mon avis. Maintenant, tu assumes les conséquences. N'interfère pas avec l'avenir de ton frère. » J'ai regardé du visage impitoyable de mon père au regard glacial de ma mère au sourire cruel de mon frère. Ce n'était pas ma famille. C'étaient des étrangers qui préféraient trinquer à un accord commercial plutôt que de sauver la vie d'un enfant. Je me suis retourné et je suis parti. Chaque pas hors de cette maison donnait l'impression que je marchais sur du verre brisé. Je suis monté dans ma voiture, et le barrage a finalement cédé. Mais les larmes qui coulaient sur mon visage n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de rage pure et absolue. Et à ce moment-là, j'ai fait un vœu. Je sauverai mon fils. Et ensuite, je construirai une vie tellement réussie, tellement puissante, qu'un jour ils devraient lever les yeux vers moi depuis les ruines de leur propre monde superficiel. Retourner à l'hôpital, c'était comme retourner sur une planète différente. Le monde du champagne et de l'ambition sans cœur avait disparu, remplacé par les bips silencieux des machines et l'odeur stérile de la réalité. Je suis entré dans la chambre de Noah, mon cœur un bloc de glace dans ma poitrine. Sarah a jeté un coup d'œil à mon visage et a su qu'elle n'avait pas besoin que je dise un mot. Elle est simplement venue vers moi, a enlacé ma taille et m'a serré. « D'accord, a-t-elle murmuré dans mon épaule, sa voix féroce et stable. Ce n'est que nous alors mettons-nous au travail. Ces 3 jours suivants ont été une course effrénée et désespérée contre le temps. Nous sommes devenus une machine de collecte de fonds à 2 personnes, alimentée par la caféine et la pure terreur. La première chose à disparaître fut le pick-up de Sarah. C'était une belle vieille Ford qu'elle avait depuis avant que je ne la rencontre. Il y avait des bosses et des égratignures, chacune avec une histoire. Elle aimait ce pick-up. Elle l'a posté sur Craigslist cette nuit-là, et il s'est vendu le lendemain matin pour 6 000 $. Elle m'a remis l'argent avec un sourire austère, sans une seule larme dans les yeux. J'ai parcouru notre appartement comme une tornade, voyant tout non pas comme une possession, mais comme un prix. Le canapé confortable que nous avions acheté ensemble pour notre premier appartement,
celui où nous regardions des séries en rafale et bercions Noah pour qu'il s'endorme, je l'ai vendu pour 300 $ à un groupe d'étudiants. Ma table à dessin, mon principal outil de travail, est parti pour 500 $. Notre télévision, nos bibliothèques, ma vieille collection de disques vinyles, tout. Des inconnus ont défilé dans notre maison, picorant les artefacts de notre vie, marchandant 20 $ par-ci, 10 $ par-là. Une femme au visage bienveillant qui a acheté notre ensemble de salles à manger a demandé « Vous déménagez dans un endroit passionnant ?» Quelque chose comme ça, répondit Sarah, sa voix incroyablement joyeuse. Un nouveau départ. Au milieu de l'humiliation et de la peur, il y avait des lueurs d'espoir, de petits actes de gentillesse époustouflante qui nous empêchaient de nous effondrer complètement. Anna, ma meilleure amie de l'école d'architecture, m'a appelé. C'était une mère célibataire qui enseignait la musique à temps partiel. Je savais qu'elle joignait à peine les deux bouts. David, je suis tellement désolée, dit-elle, sa voix empreinte d'émotion. J'aimerais pouvoir faire plus. Je te transfère tout ce que j'ai dans mon épargne. Quelques minutes plus tard, une notification est apparue sur mon téléphone, un paiement zèle de 500 $. Je savais que cet argent était probablement son loyer, son filet de sécurité. J'ai pleuré là, dans la cafétéria de l'hôpital. Puis il y a eu Travis. C'était un jeune designer dans mon petit cabinet, un gamin qui venait de sortir de l'école il y a quelques années, plein de talent et d'ambition. Il s'est présenté à l'hôpital pendant sa pause déjeuner, l'air maladroit et timide. Il m'a tendu une enveloppe blanche froissée. Ce n'est pas grand-chose, balbutia-t-il, évitant mon regard. J'économisais pour un nouvel ordinateur portable. Il y a 320 $. Je pense que Noah en a plus besoin. Il enfonça ses mains dans ses poches. Nous le soutenons tous au bureau. J'étais tellement ému que je n'arrivais pas à trouver les mots. Je l'ai juste serré dans mes bras, ce jeune homme gentil qui ne me devait rien. Nous avons recueilli près de 30 000 $ de cette façon, un patchwork de générosité d'amis, de voisins et même d'étrangers qui ont vu les messages désespérés de Sarah sur les réseaux sociaux. C'était un miracle, mais il manquait aussi 68 000 $ de ce dont nous avions besoin. La date limite était le lendemain. J'ai commencé à faire des recherches sérieuses en ligne sur les prêts à taux d'intérêt élevés et prédateurs, ce que vous payez à vie. J'ai senti les murs se refermer, l'air se raréfier. Cette nuit-là, alors que je remplissais frénétiquement une demande de prêt sur mon téléphone, un souvenir lointain a refait surface. Dans le flot de mes recherches nocturnes, j'avais lu un article sur un promoteur immobilier nommé Jonathan Reeves, un électron libre connu pour son intérêt pour la construction d'espaces de guérison et de projets axés sur la communauté. Sa philosophie avait résonné en moi. Sur un coup de tête désespéré et insomniaque, j'avais trouvé le site web de sa société et envoyé un courriel à l'adresse de contact général. C'était une prière désespérée. Je n'ai pas demandé d'argent. J'ai juste écrit avec mon cœur sur ma propre philosophie de conception, sur la façon dont je croyais qu'une bonne conception pouvait être une forme de soin, et j'ai joint mon petit portfolio. Je ne m'attendais jamais à avoir de réponse. La veille de l'opération, notre date limite absolue, les parents de Sarah, Carole et Henri, sont venus à l'hôpital. Ils avaient l'air fatigués, leurs visages marqués des mêmes soucis qui sillonnaient les nôtres. Ils ont apporté un thermos de café et se sont assis avec nous, leur présence silencieuse étant un petit réconfort. Je m'attendais à plus de mots d'encouragement, peut-être un chèque de quelques centaines de dollars que je savais qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Après quelques minutes de conversation silencieuse, Henri s'éclaircit la gorge. Il me regarda, puis Sarah. Les enfants, commença-t-il, sa voix rauque. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un document plié. Il le fit glisser sur la petite table. Nous voulons que vous regardiez ça. Je l'ai déplié. C'était un contrat immobilier, une convention d'achat et de vente de leur maison. Mes yeux ont parcouru la page, mais mon cerveau a refusé de comprendre les mots jusqu'à ce que je voie le prix de vente en bas, 136 000 $, et la date de clôture, aujourd'hui. Je l'ai regardé, abasourdi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Carole tendit la main au-dessus de la table et prit la mienne. Sa main était chaude, sa prise ferme. Ses yeux brillaient de larmes, mais elle souriait. Ce n'est qu'une maison, David, dit-elle doucement. Ce ne sont que des briques et du bois. Nous y avons élevé notre fille. Nous avons nos souvenirs. C'est tout ce qui compte. Nous pouvons louer un appartement. Nous irons bien.
Henri se pencha en avant, son expression sincère et féroce. Noah n'a qu'une seule vie. Vous êtes nos enfants. C'est ce que fait une famille. Sans discussion. Je les fixais, ces deux héros discrets et modestes. Ils avaient pris le bien le plus important de leur vie, leur sanctuaire, le dépositaire de 30 ans de souvenirs, et ils l'avaient liquidé sans hésitation pour sauver mon fils. Ils avaient fait ce que mes propres parents riches et puissants, avec leur manoir et leur voiture de luxe, avaient refusé de faire. Le barrage de mes émotions soigneusement contrôlé a cédé. J'ai laissé tomber ma tête dans mes mains et j'ai pleuré, non pas les larmes chaudes de rage que j'avais versées dans ma voiture, mais des larmes d'une gratitude si profonde qu'elle était physiquement douloureuse. Dans le silence stérile et impersonnel de cette salle d'attente d'hôpital, j'assistais à l'acte d'amour le plus beau et le plus désintéressé que j'ai jamais vu. Le lendemain matin, le virement bancaire a été effectué. Nous avions l'argent. L'opération était prévue pour 6 heures. Cela a semblé durer 6 ans. Nous avons attendu. Finalement, la porte de la salle d'attente s'est ouverte. C'était le docteur Chin, son masque chirurgical pendant autour de son cou. Il avait l'air fatigué, mais il souriait, un vrai sourire sincère. C'est un battant, dit le médecin, sa voix remplie de chaleur. L'opération a été un succès complet. Nous avons retiré la tumeur entière. Le pronostic est excellent. Il va s'en sortir. Sarah et moi nous sommes serrés l'un contre l'autre, les genoux flageolants de soulagement. Par-dessus son épaule, j'ai vu Carole et Henri se tenant dans les bras l'un de l'autre et pleurant silencieusement. Nous avions traversé la tempête. Notre garçon était en sécurité. Et en regardant les visages de ma vraie famille, j'ai fait un nouveau vœu, un vœu silencieux, je passerai le reste de mes jours à m'assurer que leur sacrifice soit honoré et que les personnes qui nous avaient tourné le dos comprennent un jour le vrai sens du mot aux conséquences. Les 5 années qui ont suivi la guérison de Noah ont été une étude en transformation. La rage brûlante que j'éprouvais envers mes parents et mon frère ne s'est pas estompée. J'ai appris à l'utiliser. Elle est devenue le charbon qui alimentait mon moteur. Elle est devenue la discipline qui me sortait du lit à 4h30 tous les matins. Chaque fois que je sentais l'épuisement me gagner, chaque fois qu'un projet me semblait trop accablant, je fermais les yeux. Je voyais le geste de dédain de mon père, le regard froid de ma mère, le sourire cruel de mon frère. Puis je voyais l'image de Carole et Henri emballant leurs biens les plus chers dans des cartons. Le contraste était toute la motivation dont j'avais besoin. Mon travail est devenu mon sanctuaire et mon arme. J'ai rebaptisé ma petite entreprise Monroe Studio, un acte délibéré de réappropriation de mon propre nom. Je n'étais plus seulement un designer. J'étais un homme en mission. Les 2 premières années ont été une épreuve brutale et humiliante. La santé de Noah était notre priorité, et son rétablissement impliquait une série apparemment interminable de rendez-vous de suivi et de contrôle. Entre-temps, j'ai accepté tous les emplois que je pouvais décrocher. J'ai conçu des cuisines pour des familles de banlieue. J'ai choisi des palettes de couleurs pour des cabinets dentaires. J'ai mis en scène des appartements exigus pour des agents immobiliers. Aucun travail n'était trop petit. J'étais sur les chantiers de construction au lever du soleil, je rencontrais des clients tout l'après-midi, puis je rentrais chez nous, dans notre petit appartement de location, je dînais avec Sarah et Noah, et je travaillais jusqu'à 2h du matin à notre table de cuisine, à esquisser et à affiner des dessins. Ce n'était pas une ligne droite vers le sommet. J'ai fait face à de nombreux revers. Je me souviens d'un projet en particulier, un petit hôtel de charme. J'y ai consacré des semaines à élaborer une proposition, en concevant un concept dont j'étais incroyablement fier. Je suis arrivé au dernier tour, mais j'ai reçu un courriel poli m'annonçant qu'ils avaient décidé de choisir une entreprise plus établie. Ce rejet a été un coup de poing à l'estomac, m'a coûté du temps et de l'argent que je n'avais pas. Pendant un instant, assis dans mon bureau exigu, j'ai entendu cette vieille voix de mon père murmurer à mon oreille, le prix de l'échec. Mais ensuite, j'ai regardé une photo de Noah sur mon bureau, et le feu est revenu en rugissant. J'ai juste travaillé plus dur. Ma réputation a commencé à croître, non pas grâce à un marketing tape à accent grave-l'œil, mais grâce au bouche-à-oreille. Les clients ont loué mon souci du détail, mon intégrité et ma capacité à créer des espaces profondément personnels. Le tournant est arrivé la 3e année, de la manière la plus inattendue. Je travaillais tard un soir lorsqu'un courriel est apparu dans ma boîte de réception. L'objet était simple, votre philosophie du design. Mon cœur a fait un bond. Je l'ai ouvert. Il venait de Jonathan Reeves, le promoteur,
l'homme à qui j'avais envoyé ce courriel désespéré 2 ans auparavant. Il a écrit que mon message était d'une manière ou d'une autre parvenu sur son bureau, transmis par un jeune assistant. Il a dit qu'il recevait des centaines de propositions par semaine, mais que la mienne s'était démarquée. Il était intrigué par ma passion et ma persévérance à faire un suivi, même si je n'avais reçu aucune réponse. Il lançait un nouveau café phare dans un quartier branché et était fatigué des mêmes vieux designs d'entreprise. Il voulait savoir si j'étais intéressé à soumettre une proposition. C'était ma chance. Je n'ai pas dormi pendant 3 jours. Je n'ai pas seulement conçu un café, j'ai conçu une expérience. J'ai imaginé un salon communautaire avec des bois chauds, des recoins confortables et de l'art local, un espace de guérison, comme il l'avait décrit dans cet article. Reeves n'a pas seulement aimé, il a adoré. Il a dit que c'était la proposition la plus émouvante qu'il ait vue depuis des années. Le café, The Daily Ritual, est devenu un énorme succès fulgurant. Il a été présenté dans des magazines locaux et des blogs de design. Soudain, Monroe Studio n'était plus une simple petite entreprise. Nous avions un succès. Ce seul projet a été la clé qui a tout débloqué. Le succès du café a mené à un contrat pour concevoir un spa de charme pour l'un des associés de Reeves. Le spa a remporté un prix de design régional prestigieux, et ce prix a mené à l'appel téléphonique qui a changé ma vie pour toujours. C'était encore Jonathan Reeves. Il a été bref et direct. David, a-t-il dit, sa voix résonnant d'énergie, je commence la construction de mon plus grand projet à ce jour, un ensemble résidentiel entier dans le Nord. Je veux votre vision. Je veux Monroe Studio comme principal designer d'intérieur pour tout le développement. C'était le genre de contrat qui bâtit des héritages. Au 5e anniversaire de l'opération de Noah, le monde était un endroit différent. Monroe Studio était une force avec laquelle il fallait compter. Nous avions de superbes bureaux occupant tout un étage dans la Dominion Tower, une équipe d'une douzaine de jeunes designers brillants et affamés, et une liste d'attente de clients prestigieux. J'avais construit une forteresse de succès autour de ma famille, un mur si haut et si fort que je pensais qu'aucun fantôme du passé ne pourrait jamais le pénétrer. J'avais enfin l'impression de pouvoir respirer. Mais j'ai toujours su qu'ils étaient là, à regarder, et j'avais le sentiment que notre histoire n'était pas terminée. Un règlement de compte final allait arriver. Je n'aurais jamais pu prédire la forme qu'il prendrait. La première secousse s'est produite un mardi matin. Mon téléphone a vibré avec un appel d'un numéro que je n'avais pas vu depuis 5 ans, ma mère. Je l'ai fixé du regard jusqu'à ce que la sonnerie s'arrête, une crainte froide et familière se levant dans mes entrailles. J'ai laissé la messagerie vocale prendre l'appel. Le message qu'elle a laissé était bref, sa voix tendue d'une chaleur forcée et artificielle. David, mon chéri, c'est ta mère. Rappelle-moi s'il te plaît. C'est très important. C'est au sujet de la famille. Je l'ai supprimé. 1 heure plus tard, la ligne directe de mon bureau a sonné. Mia, mon assistante, l'a transférée à mon bureau. David, j'ai un Marcus Monroe en ligne pour toi. Il dit que c'est une urgence familiale. Je suis en réunion toute la journée, Mia, ai-je dit, ma voix plate. Prends un message. Le message que Marcus a laissé était un gâchis frénétique et décousu, disant qu'il avait besoin de parler, que les choses avaient mal tourné. J'ai supprimé ça aussi. La tentative finale est celle qui a réussi. Ce n'était pas un appel ou un texto. C'était un courriel formel envoyé à l'adresse de demande générale de mon entreprise, un signe clair de leur désespoir. L'expéditeur était Steven Monroe, PDG de Monroe S Living. L'objet était une proposition de partenariat urgente, Monroe et Monroe. Je savais déjà de quoi il s'agissait. Dans le monde étroit de la communauté des affaires de Denver, les secrets ne restent pas secrets longtemps. Les murmures se faisaient de plus en plus forts depuis des mois. Monroe S Living se mourait. Une série d'investissements immobiliers désastreux et risqués, conjugués au refus arrogant de mon père de s'adapter à un marché en mutation, avaient vidé l'entreprise de ses ressources. Ils étaient au bord de la faillite. Leur dernière tentative désespérée était un projet qu'ils avaient nommé les Monroe Legacy Towers, un immense complexe de luxe dont ils espéraient qu'il serait leur salut. Ils étaient propriétaires du terrain, mais les banques ne leur accorderaient plus un sou. Leur seul espoir était d'obtenir un financement d'un puissant groupe d'investissement international. Et c'est là que l'univers a livré sa chute. L'accord était négocié par Nathalie, l'ex-fiancée de mon frère, dont l'entreprise familiale était spécialisée dans ce genre d'opération. Et après des mois de négociations, les investisseurs avaient posé une dernière condition non négociable.
Ils étaient impressionnés par le récent buzz architectural à Denver. Ils ne financeraient le projet que si les intérieurs, l'argument de vente essentiel d'une marque de luxe, étaient conçus et réalisés par l'entreprise qui était devenue synonyme de qualité, d'intégrité et de succès fulgurant. Mon entreprise, Monroe Studio, mon nom, celui qu'ils avaient rejeté et dévalorisé, était maintenant la seule chose qui pouvait sauver la leur. J'ai répondu au courriel par une seule ligne, ma salle de conférence, jeudi, 10 heures. Je les ai fait venir à moi. J'ai regardé sur l'écran de sécurité de mon bureau lorsqu'ils sont entrés dans la zone de réception, mon père, Steven et mon frère, Marcus. Ils ressemblaient à des fantômes. Leurs costumes coûteux pendaient différemment sur eux maintenant, ne projetant plus le pouvoir, mais essayant de dissimuler la défaite. Ils étaient avalés par les hauts plafonds et les lignes épurées du monde que j'avais construit. Ils avaient l'air petits. Je les ai laissés attendre exactement 10 minutes avant de demander à Mia de les conduire dans la salle de conférence principale. C'est ma pièce préférée dans tout le bureau. Elle est bordée de verre sur deux côtés, offrant une vue panoramique sur la ville. Une longue table imposante en chêne récupérée se trouve au centre. J'étais déjà assis à la tête quand ils sont entrés. Ils ont pris les sièges en face de moi. Le silence était épais et pesant. Mon père, toujours l'artiste, a essayé de prendre le contrôle. Il a lancé un discours poli, presque répété, sur l'importance de la famille, sur le fait de laisser le passé être le passé. Il a parlé d'héritage, du nom Monroe, d'un avenir partagé. C'était une performance correcte, mais ses yeux étaient remplis d'une terreur désespérée et suppliante. Marcus est resté assis là, fixant la table, son arrogance habituelle remplacée par un silence maussade et plein de ressentiment. Il ressemblait à un enfant qu'on avait traîné à une réunion qu'il ne comprenait pas. J'ai laissé le discours de mon père planer dans l'air pendant un long moment après qu'il ait fini. Puis j'ai pris la petite télécommande à côté de moi et j'ai allumé l'écran de 80 pouces qui dominait le mur du fond. Avant de parler d'un avenir partagé, ai-je dit, ma voix parfaitement égale, je pense qu'il est essentiel que nous ayons une compréhension claire de notre passé commun. La première image est apparue à l'écran. Il s'agissait d'une numérisation haute résolution d'un document, une facture d'hôpital datant d'il y a 5 ans. Le nom de mon fils figurait en haut, et en bas, un seul chiffre accablant était encerclé en rouge vif, 98 000 $. J'ai entendu un halètement aigu et étouffé de Marcus. Le visage de mon père est devenu blanc comme un linge. Ceci, ai-je dit, ma voix coupant le silence, était le prix de la vie de mon fils, un chiffre que vous m'avez tous les deux dit n'était pas votre problème. J'ai cliqué à nouveau sur la télécommande. Une nouvelle diapositive est apparue. Il s'agissait d'une page scannée d'un magazine mondain glacé, une photo en couleur de la somptueuse fête de fiançailles de Marcus. Ils étaient là, mon père, ma mère, mon frère, leurs visages rouges de bonheur, levant des coupes de champagne. Sous la photo se trouvait le texte de l'article, qui s'enthousiasmait pour l'événement extravagant. J'avais fait en sorte qu'un détective privé retrouve les factures réelles des traiteurs, du fleuriste, de l'orchestre. Le total final vérifié était affiché à l'écran en chiffres massifs et impitoyables, 350 000 $. Et ceci, ai-je dit, ma voix baissant presque en un murmure, est ce que vous avez décidé être plus important. La pièce était parfaitement immobile. Mon père avait l'air d'avoir été frappé physiquement. Je me suis levé lentement, ma chaise reculant silencieusement sur le sol en béton poli. J'ai marché jusqu'à la tête de la table, posant mes mains à plat sur le chêne froid. Vous entrez dans mon bureau, dans l'entreprise que j'ai construite à partir de rien, et vous avez l'audace de me parler d'héritage. J'ai regardé le visage cendré de mon père et l'expression stupéfaite de mon frère. Laissez-moi vous parler d'héritage, mon héritage. Monroe Studio est construite sur une base de confiance, d'intégrité, de création d'espaces qui apportent aux gens confort, sécurité et guérison. C'est le travail que nous faisons ici. C'est ce que mon nom représente maintenant. Je me suis penché en avant, mes yeux se fixant sur ceux de mon père. Votre fondation, ai-je dit, et chaque mot était un coup de marteau, est construite sur l'égoïsme. Elle est construite sur la cruauté. Elle est construite sur une décision consciente de privilégier une fête à la vie d'un enfant, votre propre petit-fils. Je me suis redressé. Je ne peux pas et je ne vais pas attacher mon nom, le nom que j'ai racheté, à une fondation qui est si complètement pourrie jusqu'à la moelle. J'ai regardé mon père. Il n'y a pas de partenariat. J'ai regardé mon frère. Il n'y a pas d'accord. Ma voix était calme, mais elle résonnait dans le silence sépulcral de la pièce. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser,
j'ai une entreprise à diriger. Je me suis retourné et suis sorti de la salle de conférence, les laissant seuls avec leurs fantômes sur l'écran. L'effondrement n'a pas été un lent émiettement, c'était une implosion. Le lendemain de la réunion de la salle de conférence, j'ai reçu un courriel bref et professionnel de Jonathan Reeves. C'était un lien vers un communiqué de presse du groupe d'investissement international. La déclaration était brutale dans sa politesse corporative. Elle annonçait la cessation immédiate et permanente de leur intérêt pour le projet des Monroe Legacy Towers, citant un désalignement fondamental des valeurs de la marque et un manque de confiance dans le leadership du projet. Plus tard ce jour-là, j'ai reçu un appel d'une vieille connaissance qui évoluait dans le cercle social de Nathalie. Les ragots allaient déjà bon train. Nathalie elle-même avait annoncé la nouvelle aux investisseurs après ma réunion. Elle a ensuite appelé Marcus. Ce n'était pas une rupture émotionnelle, c'était une exécution corporative. Marcus, avait-elle dit, sa voix aussi froide et claire que la glace, le nom de ma famille est son atout le plus précieux. Nous ne pouvons pas nous permettre qu'il soit associé au type de responsabilité personnelle et financière que représente votre famille. Les fiançailles sont rompues. La relation d'affaires est terminée. Ne me contactez plus. C'était l'ironie suprême. Elle l'avait abandonné pour la même raison qu'il m'avait abandonné. Ça faisait mauvaise figure. Cela menaçait l'illusion. Sans les investisseurs, le dernier pilier soutenant l'empire chancelant de mon père s'est effondré. 2 semaines plus tard, le titre a clignoté au bas d'une chaîne d'information économique de 24 heures que j'avais allumée dans mon bureau. Monroe's Living se déclare en faillite en vertu du chapitre 7, cessant toutes ses activités. J'ai regardé les mots défiler et je n'ai rien ressenti. Ni triomphe, ni satisfaction, ni même une once de pitié. J'ai juste ressenti une finalité tranquille. Un chapitre long et douloureux de ma vie était enfin, définitivement terminé. Mon attention s'est complètement déplacée. Le passé était réglé. Il était temps maintenant de bâtir l'avenir et d'honorer ceux qui l'avaient rendu possible. Mon succès me semblait vide à moins d'être partagé avec ceux qui m'avaient soutenu lorsque j'étais au plus bas. La première personne que j'ai appelée était Anna, mon amie de l'université. Elle est venue à mon bureau en étant toujours la même, des yeux gentils, un sourire chaleureux, portant un cardigan confortable, un peu effiloché. Nous avons parlé pendant un moment de nos enfants, de la vie. Puis j'ai glissé une enveloppe sur le bureau. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé, en fronçant les sourcils. « Ouvre-la » ai-je dit doucement. Elle a sorti un chèque de banque à son nom d'un montant de 50 000 $. Elle a haleté, portant sa main à sa bouche. « David, non, je ne peux pas. C'est impossible. »« Anna, ai-je dit, la voix pleine d'émotion, il y a 5 ans, tu m'as donné 500 $ que je sais que tu ne pouvais pas te permettre. Tu m'as donné tout ce que tu avais. Tu n'as jamais demandé à ce que je te les rembourse. Tu ne l'as même jamais mentionné. As-tu la moindre idée de ce que cela a signifié pour moi? Ce que cela a signifié pour Sarah? » Je me suis penché en avant. Ce n'est pas une aumône, donc merci. Va ouvrir cette école de musique pour les enfants défavorisés dont tu as toujours parlé. Va changer des vies. Elle a fondu en larmes, et nous sommes restés assis là pendant 1 minute, 2 vieilles amies, dont l'une était enfin capable de rembourser une dette impayable. Ma prochaine visite a été pour Travis. Le brillant jeune designer n'était plus un enfant. Il était une pierre angulaire de mon entreprise. Je l'ai fait venir dans mon bureau. Travis, ai-je commencé, te souviens-tu qu'il y a 5 ans, tu es venu à l'hôpital et tu m'as donné une enveloppe avec 320 $ dedans. Il a rougi, baissant les yeux sur ses chaussures. Oui, bien sûr. Tu as dit que c'était l'argent pour ton ordinateur portable. Est-ce que tu as finalement eu ce nouvel ordinateur portable? Il a souri. Finalement. Bien, ai-je dit en faisant glisser une épaisse brochure sur le bureau. C'était pour le programme d'études supérieures en architecture le mieux classé de mon alma mater à Chicago. Parce que tu vas en avoir besoin d'un bon. Tu es inscrit pour le semestre d'automne, bourse complète plus une allocation de subsistance, le tout couvert par l'entreprise. Tu as un don, Travis. Je veux que tu ailles l'aiguiser en quelque chose de légendaire. La joie stupéfaite sur son visage était une récompense en soi. Mais la plus grande dette restait, celle que je ne pourrais jamais vraiment rembourser, Carole et Henry, mes vrais parents. Ils étaient heureux. Ils aimaient leur petit appartement de location et, plus que tout, ils aimaient nous avoir, ainsi qu'un Noah en bonne santé, à quelques minutes de là.
Mais j'ai vu la façon dont Carole regardait parfois une photo de son ancienne roseraie. J'ai entendu la note mélancolique dans la voix de Henri lorsqu'il parlait de l'atelier qu'il avait dans leur garage. J'avais engagé un détective privé quelques mois plus tôt, juste pour garder un œil sur leur ancienne maison. Le destin a voulu que la famille qu'il avait achetée soit mutée pour un emploi hors de l'État. Il se préparait à la mettre en vente. J'ai demandé à mon enquêteur de les approcher avec une offre qu'il ne pouvait pas refuser, 30% au-dessus de l'évaluation marchande la plus élevée, tout en espèces, clôture dans 10 jours. C'était un accord conclu avant même que le panneau à vendre ne touche la pelouse. Pendant les 2 mois suivants, Monroe Studio a entrepris son projet le plus important. C'était une opération secrète. Mon équipe, tenue au silence, a travaillé sans relâche. Nous ne voulions pas changer la maison qu'ils aimaient, nous voulions la restaurer. Nous avons installé une belle cuisine moderne pour Carole avec un grand évier de ferme et une cuisinière de qualité professionnelle. Nous avons reconstruit le garage en un atelier de rêve pour Henri avec des armoires sur mesure et un éclairage parfait. Nous avons redessiné le porche arrière, le transformant en une belle véranda donnant sur la roseraie, que nous avions fait replanter par des professionnels. Le jour de l'anniversaire de Carole, je leur ai dit que je les emmenais dîner dans un restaurant chic. Je conduisais, et en tournant dans leur ancienne rue familière, Carole m'a regardé, confuse. « David, mon chéri, le restaurant est de l'autre côté. » « Je sais, » ai-je dit en souriant. « Nous allons faire un arrêt rapide d'abord. » Je me suis garé dans l'allée de leur ancienne maison. La lumière du porche était allumée. Les rosiers étaient en pleine floraison. J'ai coupé le moteur et je les ai regardés. Leur visage était un mélange de confusion et de prise de conscience larmoyante. J'ai pris un trousseau de clés dans ma poche. Une petite étiquette en argent faite sur mesure y était attachée. Elle était gravée d'un seul mot, home, maison. J'ai placé les clés dans la main tremblante de Carole. Bienvenue à la maison, maman. Bienvenue à la maison, papa, ai-je murmuré. Ce soir-là, nous ne sommes pas allés dans un restaurant chic. Nous nous sommes assis sur le plancher de leur salon à manger de la pizza à même la boîte, entourés des fantômes de 1000 souvenirs heureux et de la promesse de 1000 autres. Et dans la chaleur et la lumière de cette maison, une maison achetée non pas avec de l'argent mais avec de l'amour, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. Et nous en revenons donc à ce matin, à la lettre. Après que ma famille soit rentrée à la maison hier soir, après que les échos de nos rires se soient estompés, je suis resté assis seul dans mon bureau pendant longtemps. Les lumières de la ville scintillaient en bas, une mer d'histoires infinies. J'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau et j'ai sorti l'enveloppe de couleur crème. L'écriture élégante semblait se moquer de moi d'une vie que je ne reconnaissais plus. Je l'ai emmenée de mon bureau, traversant le studio calme et obscurci où tant de rêves étaient en train d'être esquissés dans la réalité. Je suis allé dans mon bureau privé à l'arrière, une pièce que j'ai conçue pour la réflexion tranquille. Il y a une cheminée construite en pierre des champs et en bois de récupération. Je suis resté debout devant le foyer vide pendant longtemps, la lettre me semblant légère dans ma main. J'ai relu les mots une dernière fois, les mots de ma mère. Il parlait de regrets, mais ce que j'y lisais, c'était du regret pour leurs conséquences, pas pour leurs actions. Il parlait de difficultés, mais c'était des difficultés qu'ils avaient eux-mêmes créées. C'était un appel à l'aide de ceux qui avaient refusé d'en offrir une à un enfant qui se noyait. Une partie de moi, une petite et vieille partie, était tentée de répondre, de rédiger une lettre froide et précise détaillant chacun de leurs péchés, d'expliquer en détails atroces comment leur seul choix égoïste avait été le catalyseur de leur propre destruction. J'aurais pu déposer leur échec à leurs pieds, et j'aurais été justifié de le faire. Mais en me tenant là, à regarder le papier soigneusement plié, je ne ressentais aucune colère. Je ne ressentais aucun besoin brûlant de cette vengeance verbale finale. La rage s'était éteinte il y a longtemps, laissant derrière elle quelque chose de propre et de tranquille. Ils n'étaient plus les monstres de mon histoire. Ce n'étaient pas des héros. Ils n'étaient rien. Leurs opinions, leur approbation, leur existence même avait cessé d'être un facteur dans l'équation de ma vie. Le pouvoir qu'ils avaient autrefois sur moi avait disparu. D'une main ferme, je me suis agenouillé. J'ai froissé la lettre en boule, le papier coûteux craquant en signe de protestation. Je l'ai placé au centre du foyer sur la pierre froide. J'ai pris une longue allumette, je l'ai frottée et j'ai touché la flamme au bord du papier. Il a pris feu instantanément. J'ai regardé l'élégante cursive noircir et se recroqueviller en illisibilité. J'ai regardé le papier qui avait porté tant de douleur et de manipulation se transformer en une cendre fragile et grise. C'était le dernier fantôme,
le dernier artefact toxique d'une vie à laquelle j'avais survécu. Alors que la dernière braise s'éteignait, une profonde sensation de paix s'est installée en moi, plus profonde et plus complète que tout ce que j'avais jamais connu. J'étais libre. Je me suis levé et je suis retourné à la fenêtre. La première lumière de l'aube perçait au-dessus des montagnes, peignant le ciel dans des tons roses et dorés. Un nouveau jour. J'ai pensé à Sarah et Noah, probablement encore endormis à la maison. J'ai pensé à Carole et Henri se réveillant dans leur propre lit, dans leur propre maison. Mon père avait eu tort il y a toutes ces années. Il avait parlé du prix de l'échec. Mais je n'avais pas échoué. J'avais simplement choisi de bâtir un type d'héritage différent, un héritage qui ne se mesure pas à la hauteur de nos bâtiments, mais à la force de nos fondations. Et j'ai appris qu'une famille n'est pas le sang que l'on partage. Ce sont les gens qui sont prêts à saigner pour vous. Ce sont les gens qui se présentent dans la tempête. Et ma tempête était enfin vraiment terminée. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a touché d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà été confronté à une situation où vous deviez choisir votre propre voie, même si cela signifiait laisser des gens derrière vous? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Et si cela vous a plu, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la suite.